Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de commencer cette soirée. Donc, je rappelle simplement son cadre, hein. C'est la province Sud qui organise en partenariat avec le CRESICA ces conférences. L'objectif, c'est d'approcher le grand public sur des sujets hautement scientifiques et puis de les vulgariser pour que ces sujets puissent devenir accessibles au plus grand nombre. Ce soir, donc, on a une équipe de l'IRD, des chercheurs en matière de sciences du changement climatique qui vont intervenir. Je les remercie chaleureusement d'avoir accepté de présenter cette conférence. Pour ma part, je suis Bastien Morvan, directeur adjoint de la 3DT, qui est la Direction du développement durable des territoires de la province Sud. Et pour nous, pour la 3DT, pour la province Sud, le changement climatique, c'est un sujet finalement qui est important, que l'on traitait sans forcément y apporter l'étiquette d'adaptation au changement climatique. Mais c'est quelque chose qu'on va intégrer de plus en plus dans nos politiques publiques. Et en fait, tout simplement parce que le changement climatique, ça nous concerne tous et toutes, puisque tous les secteurs d'activité sont concernés. Il n'y en a pas un qui échappe à ces effets. Et il est important que du coup, collectivement, on puisse chacun intervenir dans son champ d'activité, finalement, qu'on soit opérateur privé, qu'on soit organisme de recherche, qu'on soit collectivité. On a tous une responsabilité et un rôle à jouer. Donc c'est important qu'au cours de ces soirées, justement, on puisse avoir un large panel d'acteurs. Alors c'est vrai que ce soir, on n'a pas beaucoup de monde, mais pour autant, quand je regarde les visages, on voit quand même des gens issus d'univers quand même différents et c'est intéressant. Euh, je me permettrai de vous demander une chose. C'est vrai que ces conférences, elles présentent beaucoup d'intérêt. Vous êtes là, donc vous en êtes convaincus, mais bien souvent, on manque d'occasion pour peut-être communiquer sur l'intérêt de ces conférences. Parce qu'il ne faut pas qu'elles s'éteignent, ces conférences. Donc, plus il y aura de monde, plus on aura de chance pour qu'elles ne s'éteignent pas. Et donc, j'aimerais faire de vous, si vous l'acceptez, des ambassadeurs, finalement, des ambassadeurs de ces conférences. Vous êtes là ce soir. Eh bien, c'est de contracter, là, ce soir, un engagement d'honneur de pouvoir faire, dans les jours qui viennent, de la publicité sur ces conférences pour qu'on ait de plus en plus de monde qui participe. Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer ce rôle d'ambassadeur? Vous êtes vraiment tous d'accord là? Merci beaucoup. Voilà, bon, je vais laisser la parole à nos conférenciers de ce soir et j'aimerais qu'on les accueille avec des applaudissements. Merci beaucoup, Bastien. Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence pour participer à cette conférence. Cette conférence qui va vous présenter les résultats de la troisième partie du projet de CLIPSA. CLIPSA, c'est le climat du Pacifique, savoirs locaux et stratégies d'adaptation. Alors, avant de commencer, nous tenons à remercier la province Sud. Merci beaucoup de nous accueillir avec CRESICA, d'organiser vraiment cette séance pour nous. Merci beaucoup. Merci à toutes les différentes institutions qui ont appuyé ce projet pour que vraiment on en arrive là où nous sommes aujourd'hui afin d'avoir des résultats présentés au grand public. Donc nous voulons remercier le Technopôle par le biais du CTT. Nous voulons remercier la KPNC, l'IAC, la DACR, etc. Donc, toutes ces institutions ont vraiment contribué à ce que nous puissions avoir les éléments essentiels afin de pouvoir vous présenter ces différents résultats que nous avons aujourd'hui. Alors, on parle de changement climatique. Sébastien a déjà introduit un peu les effets du changement climatique et les différents défis que nous avons aujourd'hui. Et ces différents défis ou ces différents impacts ont des effets sur la production agricole. Alors, aujourd'hui, nous voulons vous présenter le volet agriculture, qu'est-ce que les changements climatiques ont sur et comme impact sur l'agriculture. Et avant de commencer, nous allons vous présenter brièvement le plan que nous avons élaboré. Voilà, ici nous avons présenté brièvement une introduction. Ensuite, les données que nous avons utilisées, donc la méthodologie que nous avons développée afin de pouvoir aboutir aux résultats.
Et ensuite, ces différents résultats vont toucher différents territoires. Nous avons Wallis et Futuna, nous avons la Polynésie française, nous avons Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie. Dans ces 4 territoires, nous avons présenté brièvement les résultats que nous avons. Et c'est par territoire, ces différents résultats. Ensuite, nous aurons une conclusion et ensuite un échange avec vous si vous avez des questions. Alors, pour commencer, il y a juste un petit message en haut qui va me permettre vraiment de réfléchir avant que nous continuions. Le climat sous nos pieds, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'y a-t-il sous nos pieds? Et quel est le lien entre les changements climatiques et la Terre? Chaque pas que nous faisons, il y a quelque chose de caché sur la Terre. Il y a quelque chose de précieux sur la Terre. Et les agriculteurs essaient quand même de découvrir qu'est-ce qu'il y a de caché. Donc, parce que les changements climatiques ont enfoui un secret sur la Terre. Quel est ce secret? Et c'est en creusant, mon collègue et moi, que nous avons découvert quelque chose que nous avons à partager avec vous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Gildas Guédigan, je suis chercheur en sciences du climat à l'IRD et je suis chargé du volet impact des changements climatiques sur l'agriculture ici en Nouvelle-Calédonie et à Vanuatu. Donc, je laisse mon collègue se présenter et vous présenter l'introduction et la méthodologie et quelques résultats qu'il a sur ce territoire. Merci. Merci, merci Gildas. Merci beaucoup Gildas. Moi je suis Dakega Ragatoa, chercheur à l'IRD et j'ai contribué à travailler sur cet aspect et je vais aller rapidement parce que ça nous permettrait de rentrer plus dans les détails et j'aimerais aussi soulever que notre équipe ne s'arrête pas juste à nous deux. Il y a Christophe Menkès, Benjamin Sultan, Anne-Lie et toute l'équipe en fait qui a contribué à ce travail. Alors, nous allons faire une petite introduction sur CLIPSA. Alors, CLIPSA, c'est quoi? C'est un projet de recherche-action qui a commencé depuis 2021 et donc ça fait déjà 5 ans. Et le projet est en train d'arriver à bout de ce qui a été prévu au départ. Donc, ce projet concerne 4 territoires et c'est ce que nous avions déjà présenté. Et il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a le Vanuatu, il y a le Wallis et Futuna et la Polynésie française. Et c'est un projet qui est dirigé avec une collaboration entre l'IRD, l'AFD et Météo France. Et pourquoi est-ce que ce projet est important? C'est parce que ce projet nous permet en fait de renforcer les capacités locales et territoriales et de pouvoir comprendre les aléas des vulnérabilités ainsi que les différentes options en fait, que nous pouvons avoir. Alors, ce projet est subdivisé en 4 phases. La première phase, c'est de travailler sur le climat, c'est-à-dire produire des données atmosphériques. Et c'est ce qui a été déjà fait. Et une présentation a été faite ici même le 1er avril 2025 par Christophe Menkès et Alexandre Pelletier de Météo France pour présenter les résultats de l'évolution de la température, de la précipitation, ainsi de suite. Ensuite, il y a eu une présentation le 2 décembre passé qui concernait les savoirs locaux. C'est toujours dans le cadre du projet CLIPSA. C'était avec Catherine Sabino et son équipe qui ont parlé des savoirs locaux, de leur circulation et de comment en fait les populations arrivent à s'adapter. Et il y a la partie de l'évaluation des impacts des changements climatiques. Et là, en dernière partie, nous avons les AT, les assistances techniques qui permettent en réalité de traduire cette recherche auprès des politiques publiques et de mobiliser en fait ce qui est essentiel dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour ce soir, nous allons nous focaliser sur le 3e point, qui est d'évaluer les impacts des changements climatiques sur la production agricole. Alors, il est intéressant de voir quelle est l'importance en fait, parce que il faut commencer par là. Les tubercules tropicaux, pourquoi est-ce qu'on parle de tubercules tropicaux? Pourquoi est-ce que c'est les tubercules tropicaux qui ont été choisis? C'est bien parce que à la base, il y a eu une concertation au début du projet qui a permis de discuter avec toutes les parties prenantes en fait et qui ont permis de décider que l'agriculture est importante pour les territoires et donc il fallait se focaliser sur l'agriculture d'abord. Peut-être il y a d'autres domaines, mais l'agriculture voilà, a été sélectionnée et donc d'un commun accord, le taro et l'igname ont été sélectionnés donc, dans le cadre de ce projet. Le taro et l'igname ont été sélectionnés parce que d'abord pour nos territoires, c'est un héritage culturel. Ça a une certaine valeur, ça représente un symbole et
la tradition ou encore l'identité des populations, des communautés. Donc, ça reflète en fait une certaine importance. Mais il faut dire aussi que Christophe trouve que ça a bon goût, le tarot. Donc, ouais, nous sommes nombreux à penser que le tarot, ça a bon goût, tout comme l'igname. On fait beaucoup de choses avec. Donc, c'est assez intéressant de travailler sur ces tubercules afin de pouvoir sauvegarder un tant soit peu ou anticiper la sauvegarde de la production de ces différents tubercules. Quel est le problème par rapport à ces tubercules? Parce qu'on parle des tubercules, mais il y a un problème. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris cette recherche. Le problème, c'est quoi? C'est que ces tubercules, on les produit depuis un certain temps et aujourd'hui, on voit que les changements climatiques ont un certain impact ou peuvent avoir un certain impact sur les tubercules. Donc, quand on prend l'igname, le taro, par exemple, là, on prend l'igname, le taro, plus les changements climatiques, la question c'est que va-t-il se passer dans le futur? On ne sait pas. Et c'est à cette question que nous voulons répondre. Quel est l'avenir, en fait, pour la nourriture de nos communautés, de nos populations? Alors, comment est-ce que nous avons procédé? Nous avons commencé avec l'aspect du climat. Qu'est-ce que nous avons fait? Pour avoir des données de climat, nous sommes passés par la réduction d'échelle, à partir des modèles globaux qui existent. Et nous parlons ici des modèles développés par le GIEC qui ne sont pas adaptés à nos îles. Alors, nous avons fait une réduction d'échelle dans la zone du Pacifique. Et cette réduction d'échelle nous donne ceci, qui nous permet de couvrir tous les 4 territoires avec les modèles comme Aladdin. Et nous avons fait une réduction d'échelle à 2,5 km, c'est-à-dire à des mailles beaucoup plus fines pour pouvoir avoir plus de détails sur ces territoires. Nous avons aussi utilisé d'autres modèles internationaux qui nous ont permis d'avoir un certain nombre de modèles pour avoir plus confiance en ce que nous produisons. Et donc, il faut rappeler ici que tout ceci a été fait grâce à la collaboration entre les chercheurs de l'IRD, donc de CLIPSA, mais aussi avec Météo France, à travers un projet appelé Socle Outre-mer. Et donc, c'est important de le rappeler ici parce que c'est cette collaboration qui a permis d'arriver à ça. Et finalement, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons ces données de climat pour les intégrer dans le modèle APSIM. Et c'est ce modèle qui nous permet de voir comment est-ce que se comportent ces différents tubercules dans le futur. Alors, APSIM, c'est quoi? Ici, nous voyons que APSIM, c'est un modèle australien qui permet de représenter ou de modéliser ou de simuler le développement ou la croissance d'une plante depuis le semis, c'est-à-dire la préparation, jusqu'au rendement potentiel que nous avons. Alors ici, nous avons besoin des données de pratique et de gestion. Dans le projet CLIPSA, les SHS nous ont permis d'avoir ces données en allant sur le terrain, en discutant avec les agriculteurs. Et il y a une forte contribution de données à partir des SHS. Nous avons besoin des données de la plante, sur la plante, c'est-à-dire le taro, le manioc, l'igname et les différentes variétés de ces différents tubercules. Nous avons besoin des données de sol. Et les données de sol, nous les avons par les différentes institutions, mais aussi par la base de données en ligne de ESRIC. Et enfin, les données climatiques dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont des données qui nous ont permis d'atteindre cette maille de 2,5 km de résolution afin de voir beaucoup plus en détail ce qui se passe. Et enfin, nous arrivons à produire des données de rendement potentiel, et c'est ce que nous allons vous montrer tout à l'heure, les données de rendement potentiel et de biomasse. Alors, il y a un autre aspect qu'on a fait, à part la collecte de données, la préparation et tout. Nous avons utilisé donc Arome, comme on le disait, pour avoir des mailles beaucoup plus fines et donc faire la simulation sur chacune de ces mailles. Et donc, c'est à 2,5 km sur tous les différents territoires. Donc, nous couvrons tous les territoires à partir de ces informations. Donc, on a des cartes spatialisées à la fin de la production. Et ici, nous avons un rendement potentiel de ces cartes, enfin les cartes spatialisées avec un rendement potentiel. Et nous regardons maintenant quel est l'impact des changements climatiques sur ces rendements. Alors, nous allons nous focaliser bien sûr ici sur les rendements potentiels parce qu'on a d'autres variables qu'on a en sortie dans le modèle. Nous pensons qu'il est intéressant d'introduire rapidement comment la plante se développe. Le taro, par exemple, ça c'est un exemple que nous avons pris sur Agripedia de l'IAC. Et le taro, par exemple, qui fait environ 280 jours, c'est-à-dire un cycle de 9 mois, ce taro, on commence par la sélection de rejet. Ensuite, on fait la plantaison. Nous avons ici une phase d'installation
Après la phase d'installation, nous passons à la phase de développement végétatif où la plante interagit avec le climat et les différents facteurs tout autour. Après la phase végétative, nous avons la phase de maturation et de croissance. C'est là que le taro commence par exemple à grandir, les tubercules commencent par devenir beaucoup plus gros, jusqu'à ce qu'on arrive à maturité et alors on peut sortir le taro. Ici, nous voulons parler un peu de comment la plante arrive à interagir avec son environnement général. Et ici, nous aimerions nous focaliser sur les paramètres atmosphériques. Il y a aussi les paramètres du sol, bien sûr, qui interagissent avec la plante. Mais dans les paramètres atmosphériques, il y a le CO2 qui participe à la fertilisation. Et donc, le CO2 peut entraîner une augmentation de la photosynthèse et donc de la croissance de la plante. Il y a la chaleur. La chaleur, c'est la température. Quand la température est élevée, ça peut affecter la croissance de la plante. Ça peut soit arrêter la croissance de la plante ou encore accélérer la croissance de la plante. Donc la température est très importante. L'eau. Ici, nous avons l'humidité du sol. S'il n'y a pas d'humidité dans le sol, le taro, par exemple, les taros d'eau ne peuvent pas se développer, ne peuvent pas produire. Donc l'eau est un facteur important pour le développement de la plante. Et nous avons le sol, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est la base, qui est la couche de base sur laquelle le tubercule peut se développer. Nous allons les garder en tête parce que c'est des éléments que le modèle utilise pour pouvoir tourner. Ici, nous montrons un exemple du taro, toujours un exemple qui est pris de Agripedia, donc de l'IAC. Ici, nous voyons la plante avec cette partie vers le haut, qui est la partie que nous appelons la biomasse sur la terre, c'est-à-dire la biomasse de surface. Et nous avons cette partie qui est la biomasse sous la terre. Et le modèle arrive à représenter ces deux parties et les différentes parties de la feuille. Les feuilles, les pétioles, par exemple les racines et les cornes. Tout ça est représenté dans le modèle. Et ici, nous avons un exemple de comment le modèle tourne et comment le modèle représente ces différentes parties. Et ici, nous avons par exemple l'if qui est la feuille, les stèmes, le tuba, c'est-à-dire les tubercules. Et ça, c'est des exemples en fait qui nous permettent de voir que le modèle est capable de reproduire cela à partir d'un semis. Si je sème par exemple là, le modèle peut me dire, OK, la plante commence par grandir à partir de là, ainsi de suite. Et voilà là où le cycle de développement végétatif se produit. Et ici, si je prends l'exemple de Fresh Tuba, qui est cette ligne-là que nous voyons là, vous voyez que ça nous montre comment la plante et les tubercules grandissent jusqu'à atteindre une certaine taille. Et cet axe nous donne les valeurs en kilogrammes par hectare du poids du tubercule qui est frais. Et donc ça, c'est comme ça que le modèle représente les différentes parties de la plante, que ce soit la partie souterraine ou la partie qui est à la surface et que nous voyons. Ici, pour pouvoir tourner ce modèle dont nous parlons, pour pouvoir représenter toutes ces parties, nous avions dit que nous avions besoin de données. Et sur le terrain, là nous revenons dans ce que nous avons fait sur le terrain en réalité, on se rend compte que nous n'avons pas assez de données pour pouvoir tourner tout cela. Alors on s'est basé sur les données qu'on avait, c'est-à-dire les données disponibles, comme par exemple en Nouvelle-Calédonie, ici nous représentons les différents points où nous avons réussi à collecter de la donnée agronomique. Et nous disons merci à la KPNC qui nous a permis d'avoir ces données. Nous disons aussi merci à l'IAC parce que l'IAC nous a permis d'avoir des données de rendement. Donc en Nouvelle-Calédonie, nous avons pu avoir les données de climat, de sol et les données agronomiques. Par contre, nous n'avons pas eu des données de rendement, les données agronomiques à Vanuatu par exemple. On n'en a pas eu. Et il a fallu rechercher dans la littérature tout ce qui existait dans les rapports qui ont été produits pour pouvoir collecter toutes ces données et pouvoir tourner le modèle. Il en est ainsi de même aussi pour la Polynésie française et aussi à Wallis et Futuna. La littérature nous a beaucoup aidé parce qu'on n'avait pas assez de données. Et quand nous avons pu collecter ces quelques données, nous étions capables maintenant de faire des tests sur les différentes variétés. Et en Nouvelle-Calédonie, nous avons travaillé sur le CTT 75 qui est carré. Et c'est une variété qui a été cataloguée par le Centre des tubercules tropicaux. Et nous avons travaillé aussi sur le CTT 100 et 230.
À Vanuatu, nous avons le Fidi, c'est-à-dire le taro Fidi qui est un taro d'eau. Et enfin, en ce qui concerne l'igname, il y a le Diascorea alata et le Diascorea esculenta. Ce sont des noms scientifiques parce qu'on n'a pas pu retrouver le nom local, parce que chaque variété a un nom local. En Polynésie française, c'est le Veo pour le taro, et le Diascorea alata et le Maniota ufi, qui est le manioc, la variété de manioc utilisée. Le taro uli, ça c'est à Wallis et Futuna. Et nous avons le Vedi, qui est une variété aussi qui est très bien connue, donc on a travaillé sur ça, plus le Manioca, qui est le Maniot esculenta. Alors, là, c'est la partie des résultats. Qu'est-ce que nous avons obtenu comme résultat à Wallis et Futuna? Nous commençons par présenter cette courbe de tendance de la température pour montrer un peu ce qui se passe à Wallis et Futuna lorsque nous parlons de la température. Ici, on voit que la température, elle évolue. Et qu'est-ce que nous observons ici? C'est l'anomalie de la température, c'est-à-dire la température qu'il fait par rapport à la température actuelle, à la moyenne de la température actuelle. Et nous voyons que ici, la température augmente. Et déjà en 2050, nous sommes à environ 1,37 degrés, c'est-à-dire une augmentation de la température de 1,37 degrés. Et en 2100, nous avons une augmentation de la température d'environ 3 degrés. Ce qui est important à prendre en compte parce que l'idée, c'est de voir quels peuvent être les impacts que cette température ou encore les différents paramètres climatiques peuvent avoir sur la production de ces tubercules. Ici, nous avons le rendement potentiel moyen du taro, c'est-à-dire à l'eau sur un site qu'on a sélectionné. Et ici, nous regardons en même temps les mauvaises années. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici le rendement sur la barre des Y, où nous voyons que le rendement va de 1000 à 2000, et c'est en kilogrammes par hectare. Ici, sur la barre des X, nous voyons les années. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? On remarque qu'ici, nous avons plusieurs, cette couleur rouge qui fluctue là montre que nous avons utilisé plusieurs modèles, différents modèles, pour nous assurer de ce que nous faisons. Et ce sont les modèles dont nous avions parlé tantôt, les modèles climatiques qui ont été produits. Donc, ces différents modèles, c'est ça qui montre tout ce que nous avons là. Ensuite, nous avons le modèle Aladdin qui est cette ligne qui est en pointillé, mais bleue. Et c'est le modèle Aladdin qui nous donne cette tendance. Alors, ici, ce que nous faisons, c'est que nous comparons toujours les différentes périodes par rapport à la période que nous appelons la période actuelle. Et quand on regarde ici, on se rend compte que nous avons une tendance qui descend, c'est-à-dire entre 2031 et 2065, on se rend compte qu'il y a cette tendance en fait qui descend, c'est-à-dire le taro va baisser dans les années qui viennent. Et nous remarquons qu'il y a beaucoup plus d'années, c'est-à-dire des mauvaises années, ce que nous appelons les mauvaises années, c'est toutes les années qui dépassent ce seuil de la ligne rouge qui est là. Et donc, c'est très important de noter que nous avons beaucoup de mauvaises années ici et nous avons un peu moins là. Par contre, dans la période actuelle, on n'en a pas assez. Ce qui veut dire que dans le futur, il y aura des changements qui vont s'opérer dans la production du rendement du taro à l'eau. Et ce rendement, c'est le rendement potentiel que le modèle a pu nous donner. Ici, nous voyons que cette baisse, elle est observée aussi ici nous sommes à l'eau, mais cette baisse est observée aussi à Yifo, qui est une autre station sur laquelle nous avons travaillé. Lorsque nous voyons cette courbe, nous avons pris le même rendement que nous avions vu tout à l'heure. Donc, on a pris ce rendement et on l'a mis en pourcentage. Ce pourcentage nous permet de voir ici quelle est la baisse en pourcentage que nous avons. Et là, quand cette ligne 0 nous détermine la moyenne de la période actuelle, et la moyenne de la période actuelle, c'est elle qui nous permet de déterminer si nous avons une baisse ou non. Et la baisse, elle est faite par année, c'est ce que nous voyons là, et nous arrivons à voir quand la courbe descend beaucoup plus que cette ligne 0, ça veut dire qu'il y a une baisse. Et la courbe noire ici représente quoi? Les observations, c'est-à-dire les données observées qui nous ont permis de calibrer le modèle et d'avoir quelque chose d'assez proche du réel. Et nous voyons que les points d'observation arrivent quand même à rester dans la marge de ce que nous avons fait comme travail, ce qui nous donne une certaine confiance dans ce que nous avons fait. Alors, cette ligne rouge représente la moyenne de l'ensemble
des traits grisés qui sont là et qui représentent tous les modèles. Donc, on a fait la moyenne d'ensemble de tous les modèles pour avoir une idée de ce que tous les modèles nous disent par rapport à cette tendance. Et on se rend compte que nous aurons moins 25% de réduction du rendement par rapport à ce que nous avons actuellement à partir des années 2045-2050. Et donc là, on en aura beaucoup plus parce que ça va continuer par descendre et on en aura beaucoup plus là. Ça, c'est alarmant et c'est ça qui nous permet de réfléchir et de nous dire, mais il faut faire quelque chose. Mais avant de faire quelque chose, qu'est-ce qui expliquerait dans les paramètres climatiques ce changement que nous sommes en train de voir? Alors, ce qui expliquerait sera, pour le faire, nous avons utilisé cette courbe qui nous permet d'identifier les contributions du climat, juste du climat, parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi contribuer dans le sol. Alors, en prenant le climat, nous avons regroupé tout ce qui est température ici en bleu, tout ce qui est précipitation en vert et la radiation en jaune. C'est ce que nous avons fait sur 3 différentes périodes. La période actuelle, la période qui est proche, c'est-à-dire celle qui vient, et la dernière période qui est la période 2066 à 2100. Ça, c'est la dernière période. Et qu'est-ce qu'on observe? Dans la période qui est proche, nous avons la température, c'est-à-dire les paramètres qui sont rouges, c'est-à-dire ils ont une influence négative sur la production du taro. Ces paramètres sont beaucoup plus groupés dans les paramètres du climat, c'est-à-dire la température, enfin dans les paramètres de la température, c'est-à-dire la température est le moteur principal parmi tous les paramètres climatiques. Dans la fin de siècle, c'est toujours les mêmes paramètres qui ont une plus grande influence négative, c'est-à-dire qui influencent négativement la production. Alors, on se dit, dans ce cas, ce serait bien de regarder l'ensemble, parce que là, c'est une présentation sur le tarot, pour pouvoir expliquer ce qui se fait. Donc, dans l'ensemble, qu'est-ce que nous avons ici? Dans l'ensemble, nous avons là la moyenne en fait de la production. Et ici, nous avons les différentes périodes, toujours les 3 périodes, comme on le fait d'habitude, enfin depuis le début de cette présentation. Et là, nous avons dans la barre bleue, le taro, nous avons ensuite l'igname qui est rouge et enfin le manioc qui est vert. Et qu'est-ce que nous remarquons? Dans la période actuelle, c'est vrai, il y a le taro, l'igname, et on voit que le taro et l'igname ont baissé un peu plus comparé à ce que nous avions là. Mais dans la fin de siècle, ils n'ont pas trop baissé. Ils sont restés un peu stables. On peut parler de baisse, mais il faudra vérifier si c'est significatif ou non. Donc, on ne sent pas trop cette baisse. Par contre, le manioc, lui, n'a du tout pas baissé, que ce soit dans le futur proche ou encore dans le futur lointain. Le manioc n'a pas baissé. Donc ça nous permet d'avoir une idée sur comment ces différentes cultures peuvent se comporter dans le futur. Et ça nous amène aussi à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faudra faire dans l'avenir pour pouvoir régler ce souci ou pour pouvoir nous adapter à cette situation. Nous passons rapidement à la Polynésie française. Ici, nous avons pris une courbe de tendance de température à Papara. C'est une des stations de la Polynésie française. Et on voit qu'ici aussi, la température, elle augmente. Par contre, ici, ce que nous avons fait une spatialisation, comme on l'a dit, c'est-à-dire à 2,5 km, où on a vu clairement tout ce qui se passe, avec un détail près. Ici, on peut quand même voir les couleurs, n'est-ce pas? Ici, on voit que la couleur, ici, les couleurs déterminent la productivité. Et donc, la légende, elle est là pour nous donner une indication de ce que représentent les couleurs. Ici, quand la couleur, elle est violette, c'est-à-dire là, c'est-à-dire la production, elle est faible. Par contre, quand elle devient beaucoup plus jaune, en passant par l'orange là, ça veut dire que la production, elle augmente. Donc, toutes les zones que nous voyons là, c'est des zones de forte production à Tahiti et Moorea. Par contre, les zones qui sont là, c'est des zones de faible production. Et ici, nous avons toujours catégorisé dans les 3 différents groupes, c'est-à-dire la période actuelle, la période qui est le futur moyen et enfin le long terme. Et dans le long terme, dans le futur moyen, on voit que les couleurs jaunes ont disparu un peu. Ça veut dire que dans les zones de forte production, il y a une baisse. Et ici aussi, on se rend compte qu'il y a une baisse. Et cette baisse dans le futur proche ou dans le futur lointain, nous interpelle et nous nous posons la question, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce qu'on aimerait comprendre beaucoup plus davantage dans les détails. Alors, on regarde la courbe moyenne de
la production dans le temps pour voir si vraiment ça baisse. Ici, nous avons toujours les rendements, mais mis en pourcentage, et là, nous avons les années. Cette ligne rouge nous permet de voir 50% de baisse de la production. Et donc, on aimerait voir quelles sont les années où nous avons une production qui se rapproche ou qui va en deçà de ces 50%. C'est un seuil que nous avons choisi. On peut choisir d'autres seuils, mais nous avons choisi les 50% pour voir si la production va diminuer de la moitié de ce que nous avons actuellement. Comme on l'a dit, toute cette zone rouge représente les différents modèles qu'on a utilisés, les modèles atmosphériques. Ensuite, nous avons cette ligne noire qui représente ici, dans notre légende Arum, et la ligne bleue représente Aladdin. C'est les modèles de référence que nous utilisons, qui sont produits par Météo France, donc ça nous permet d'avoir une certaine référence. Et la ligne rouge représente la moyenne de tout l'ensemble des modèles. Alors, cette moyenne nous dit qu'il y a une baisse, et cette baisse continue dans le futur proche, c'est-à-dire dans cette zone qui est bien délimitée là, et nous allons voir qu'elle continue aussi jusque-là. Mais il y a des détails dont on va parler. Lorsque nous regardons sur le plan spatial ici, pour chacune de ces périodes, nous avons représenté de façon spatiale ce qui va se passer. Et dans les couleurs jaunes, nous voyons que ça, c'est une baisse, c'est-à-dire c'est des pourcentages que nous avons représentés de la baisse. Et dans la couleur jaune là, vous voyez que tout ce qui représente la couleur jaune représente en fait une forte baisse qui va jusqu'à 76% de réduction, alors que toutes les couleurs qui sont un peu violettes, comme on l'avait dit, représentent les faibles baisses que nous avons enregistrées. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire pour le manioc, pour le taro, le VO? On peut dire que le taro aussi va baisser dans le futur. Sur le plan spatial, on n'a pas la même, ça ne baisse pas de la même façon, mais en moyenne générale, c'est en train de baisser. On s'est posé la même question. Comment est-ce que nous arrivons à déterminer quels facteurs climatiques en Polynésie française arrivent à contribuer à ça? On a pris la température, la précipitation, la radiation, et lorsque nous regardons dans le moyen, dans le futur moyen, on se rend compte que les facteurs qui contribuent un peu plus, que ce soit dans le moyen terme ou le long terme, sont regroupés dans la catégorie des températures. Ça veut dire que la température a une influence sur la réduction. Mais comme on le dit, il n'y a pas que la température. Ici, c'est dans les paramètres climatiques. Les barres qui sont rouges représentent une influence négative. Donc la température a une influence négative sur la production du taro en Polynésie française. Nous avons fait un exemple aussi avec le manioc. Et le manioc est moins produit comparativement au taro en Polynésie française. Et on voit que ici, de la même façon, nous avons des productions dans la côte. Et là, ça diminue, les jaunes, qui représentent les fortes productions, diminuent là. Et là, ça diminue encore plus. Et donc, ça veut dire que, généralement, on aura aussi une baisse de la production du manioc. Et comme on l'a fait aussi avec le taro tout à l'heure, on se rend compte que cette diminution va même aller jusqu'à dépasser, dans la période du futur proche et dans le futur lointain, dépasser les 50%, qui est le seuil que nous sommes fixés pour voir jusqu'où la baisse va aller. Et ça, c'est alarmant, très alarmant. Enfin, moi, je pense que c'est alarmant, mais on peut le voir différemment. Et sur le plan spatial, on se rend aussi compte que les forts changements se concentrent là, qui est une zone assez pluvieuse quand même. Quand on regarde la carte de précipitation, quand même, à Tahiti, c'est une zone assez pluvieuse. Donc, on se rend compte qu'il y aura une forte baisse dans cette zone. C'est vrai que la baisse, elle est générale, mais elle est beaucoup plus sentie dans cette zone. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude qu'on a faite sur la Polynésie française et sur Wallis et Futuna? On se rend compte qu'il y a effectivement un impact des changements climatiques sur la production des tubercules. L'igname apparaît comme résistante, mais pourtant, ce n'est pas forcément résistant. Et ça, c'est ce que nous avons remarqué un peu plus à Wallis et Futuna. Même s'il semble stable, il faudra quand même penser à une méthode d'adaptation pour pallier ce souci, parce que ça ne peut pas continuer comme ça et on ne peut pas juste s'asseoir et regarder tout baisser. Il faut s'adapter, il faut changer nos manières de faire. Et pour s'adapter, il serait intéressant de nous projeter, parce que la température est le
principal facteur selon les travaux que nous avons faits. Il serait bien de se projeter vers des variétés qui sont résistantes à la chaleur. L'eau n'en est pas exclue parce que la chaleur entraîne une réduction de l'eau tarie. Et il faudrait aussi adapter nos pratiques. Je vais laisser la parole à mon collègue Gildas pour continuer avec la dernière partie. Merci. Merci beaucoup. Merci David pour ces résultats. Donc ici, je vais vous présenter rapidement ce que nous avons obtenu sur Vanuatu et sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie va passer en dernière position parce que c'est notre territoire pour qu'on puisse déjà avoir l'idée qu'est-ce qui s'est passé ici. Voilà. Donc ici, c'est pour vous montrer rapidement une méthode que nous avons développée qu'on appelle la correction des biais avant de pouvoir utiliser les données climatiques. Donc ici, nous avons à notre droite les données globaux de JCM, ACM. Ensuite, nous avons les données d'observation. Et vous allez voir les écarts qu'il y a entre ces différentes données. Donc, il est vraiment indispensable de pouvoir travailler ces données, ce qu'on appelle débiaiser ces données, afin d'obtenir ce que nous avons là. Donc, ce sont ces données que nous avons débiaisées afin d'avoir des données qui sont fiables pour pouvoir les utiliser en agronomie. Donc, je dis très bien en agronomie. Donc, ici, je vais vous présenter rapidement les seuils de température et ce qui peut entraîner une baisse de rendement sur Vanuatu. Donc, rapidement, ici, ces différentes graphes vous montrent un peu les différentes températures, l'optimum et la température maximale qui entraîne des stress thermiques aux différentes tubercules. Là, nous avons ici, sur l'axe des abscisses, des ordonnées, nous avons le développement et efficience thermique de la plante, ici au niveau de l'axe des Y, en fonction de l'évolution de la température journalière. Donc là, si nous prenons le tarot, parce qu'en vert, nous avons le tarot déjà atteint sa capacité optimale déjà à 25 degrés C, à 25 degrés Celsius. Mais là, qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons que déjà, pendant la période basale, la période de référence, et cette période de référence est de 90 à 2020, nous avons observé qu'il est déjà à sa capacité de 54%. Donc, si déjà de 90 à 2020, nous sommes déjà à 54%, donc ce qui veut dire que qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Donc là, ici dans le futur, nous avons ici cette barre rouge qui délimite ici la période de stress thermique du tarot. Et déjà à 34 degrés C, et nous sommes déjà à 34 degrés C avec une augmentation de température de 2,6 en 2100. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous avons une diminution de la capacité de production du tarot déjà à 31%. Ce qui veut dire qu'avec l'augmentation de la température, il y aura une diminution ou des impacts sur le tarot dans le futur. Et nous avons fait pareil également cette étude sur les deux variétés d'igname à Vanuatu. Donc, et pour l'igname, pour les deux variétés d'igname, c'est pareil. Nous avons la période optimale qui est de 28 degrés Celsius. Et déjà, pendant la période de référence, 90 à 2020, nous sommes déjà à 115% d'efficience, ce qui est vraiment intéressant comparativement au tarot où on atteint déjà 54%. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, dans la fin du siècle? Nous avons une augmentation des températures qui est à 2,6 degrés C. Et ici, nous sommes déjà à un niveau de plus de 50% de sa capacité. Ce qui veut dire que les ignames, avec l'augmentation de la température, ne vont pas subir plus de stress que le tarot subit avec l'augmentation de la température. Donc, ce qui est vraiment intéressant pour la suite de notre étude. Alors, ici, que nous indiquent les résultats des rendements potentiels futurs sur Vanuatu. Ici, ces différentes cartes vous montrent la distribution du rendement sur l'ensemble du territoire de Vanuatu. Et ici, nous avons la période de référence pour chaque tubercule, 90 à 2020. Ici, nous avons le tarot, Fiji, Do. Et qu'est-ce que nous remarquons? Ici, nous avons notre barre de légende et avec la couleur qui part du bleu et jusqu'au rouge.
Donc, les zones où nous avons les couleurs bleues sont ces zones qui sont de faible potentiel de production. Et les parties qui sont au rouge sont des zones qui sont à fort potentiel de production de rendement. Donc, ici, avec le tarot, vous voyez qu'on a plus de concentration de vert que de rouge ou de jaune. Donc, ce qui veut dire que le tarot, comme je l'ai déjà montré dans le slide précédent, où sa capacité son capacité d'efficience de développement a déjà diminué pendant la période de référence. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas un si grand rendement. Nous sommes déjà à un rendement potentiel de 14 tonnes à l'hectare. Pour l'igname, nous sommes à 40 tonnes à l'hectare, de 90 à 20. Et vous allez voir que les fortes productions se trouvent au nord de Vanuatu. Pour le Diaspora esculenta, les fortes productions sont toujours concentrées côté nord, alors qu'au côté sud, nous avons vraiment une légère diminution du rendement. Alors, maintenant, nous allons procéder à la projection sur les données du futur. Qu'est-ce que nous aurons comme rendement? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, nous avons cette graphe qui nous montre... Voilà, cette graphe qui nous montre l'évolution du rendement du tarot à Vanuatu. Donc ici, nous avons la série temporelle qui montre l'évolution du rendement. Nous avons au niveau de l'axe des ordonnées, nous avons le pourcentage de diminution ou d'augmentation du rendement. Et ici, nous avons les années de 90 à 2100. Ici, cette palette de couleurs, le rouge montre arôme et le noir, arôme qui a été débiaisé. Donc, à Vanuatu, nous avons débiaisé arôme afin de pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer. Vu qu'on n'a pas l'ensemble des JCM comme nous avons sur les autres îles, à savoir Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, donc nous avons croisé les données de arômes qui n'ont pas été débiaisées avec les données d'arômes qui ont été débiaisées, au moins pour voir est-ce que nous avons les mêmes tendances pour pouvoir valider nos résultats. Donc ici, arôme, les deux modèles montrent vraiment une diminution avec une forte augmentation déjà dans cette période de 2020 à 2050, ce qui est vraiment intéressant. Mais déjà, à partir de 2050 à 2070, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons une diminution, légère diminution. Donc déjà, de 2021 à 2050, le rendement potentiel est de 19 tonnes à l'hectare, avec une augmentation de 63% de production comparée à la période de référence, avec une température qui est à 1,3 degrés C et la pluviométrie à une diminution de pluviométrie. Pendant cette période de 2051 à 2075, qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes à 13 tonnes à l'hectare, donc une diminution de 11%. Et là, nous sommes à une légère diminution de la température, mais une augmentation de la pluviométrie. Et à la fin du siècle, qu'est-ce que nous remarquons? Et c'est là, dans cette période, nous avons un rendement qui est à environ 9 tonnes à l'hectare et le pourcentage de changement par rapport à la période de référence est à 50 tonnes, ce qui est vraiment énorme. Donc, avec une augmentation de température à 2,6 et une pluviométrie qui a augmenté. Donc, cette carte ici vous montre brièvement les tendances de changement de récolte et de rendement sur l'ensemble du territoire. Et nous allons voir qu'il y a plus de concentration en bleu sur l'ensemble du territoire, ce qui signifie plus de baisse de rendement sur l'ensemble du territoire de Vanuatu. Là, nous sommes avec le Diaspora alata. Ça, c'est la première variété d'igname. Alors, qu'est-ce que nous avons comme résultat par rapport à cela? Nous avons également fait les mêmes analyses, les mêmes pourcentages, et au niveau des ordonnées, Y, donc en fonction de l'évolution des années jusqu'à 2100. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, ici, nous avons croisé les résultats entre arôme et arôme débiaisé. Donc, nous avons ici arôme qui descend beaucoup plus en rendement comparativement à arôme que nous avons débiaisé. Et vous allez voir, la tendance ici fluctue, mais reste stable jusqu'à la fin du siècle. Donc, nous allons rapidement voir qu'est-ce que nous avons comme résultat. Le rendement potentiel croisé avec la période de référence est à 37 tonnes à l'hectare. Le pourcentage de changement, ça fait déjà 8%, avec l'évolution de la température et
la diminution de la pluviométrie. Maintenant, pendant la période 51 à 115, 2015, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à 38,2 tonnes à l'hectare. Comparé avec la période de référence, on a une diminution de 4,5%. On va dire 4,5%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est vraiment significatif pour les producteurs. Donc, pendant la période 76 à 2100, à la fin du siècle, nous sommes passés de 38 tonnes à 37 tonnes à l'hectare, donc une diminution de 5,5% par rapport à la période de référence que je vous ai montré dans les cartes de début. Donc, ce qui montre que ce sont des rendements qui diminuent, mais ces diminutions ne sont pas tellement alarmantes comparées à ce que nous avons avec le taro, qui déjà à la fin du siècle est déjà à 50% de pertes, n'est-ce pas? Donc, ce qui montre que oui, comme je l'ai montré dans la première carte, les ignames arrivent quand même à résister beaucoup plus en matière d'évolution des températures que le taro. Et ici, c'est pareil également avec le Diascora et Esculenta. Ici, nous avons une perte de rendement de 9% comparé à la période de référence. Nous faisons toute cette comparaison avec la période de référence, 1990 à 2020. Et ensuite, ici, nous sommes passés à 18,9%, donc disons environ 19% de pertes, avec une capacité de rendement de 40 tonnes. 40 tonnes, mais nous sommes passés à 19%, vraiment intéressant. Et ensuite, maintenant, 41 tonnes, c'est qu'il y a une légère évolution, vous avez vu, comparé à cette période 51 à 2015. Nous sommes à 41, c'est qu'il y a un gain de 1,8, mais en comparant avec notre période de référence, il y a une diminution de 15,1%, mais qui n'est pas si forte que ce que nous avons pendant cette période 115 à 2115. Et pardon, 2051 à 2015. Donc, ce qui montre que le changement climatique a d'impact sur les rendements à Vanuatu, mais ce n'est pas si alarmant que ce que nous avons par rapport au taro, mais ce sont des diminutions qui sont significatives. Il est vraiment important de tenir compte de cela. Alors, quelles sont les variables climatiques responsables de la baisse du rendement? Donc ici, nous avons cherché à savoir quelle est vraiment cette variable climatique qui joue sur le rendement. Et comme je vous ai déjà présenté, c'est la température qui agit beaucoup plus sur les rendements à Vanuatu. Ensuite, nous avons la pluviométrie, mais qui n'est pas si significative ou si forte comparée avec l'effet que la température a. Le rayonnement solaire, c'est bien, c'est vraiment intéressant comme nous l'avons lu là. Le rayonnement solaire est et avec un bon ensoleillement améliore le rendement tandis qu'un faible moyenne et un faible rendement augmente les pertes. Donc, quand nous avons un très bon rendement un très bon rayonnement, cela contribue aux photosynthèse de la plante et nous avons un très bon rendement. Alors, ici, les années de perte et des pertes enregistrées pendant toute la période de 90 à 2100. Alors, ici, je vais juste me focaliser sur les différentes années où nous avons des pertes. Donc, quelles sont les années où nous allons plus enregistrer de pertes? Et ça commence à partir de 2022 parce que de 90 à 2020, c'est la période de référence et c'est déjà passé. Donc là, nous avons commencé à consulter. Qu'est-ce que nous avons comme différentes années de pertes? Au niveau de l'axe des ordonnées, nous avons ce qu'on appelle le standard yield average, c'est-à-dire nous avons la moyenne des anomalies standardisées des rendements. Et ici, nous avons sur là des abscisses uniquement que les années où nous avons des pertes. Donc, quand vous regardez déjà au début, nous avons 2022, enregistré comme année de pertes. Ensuite, nous sommes 2056, et ainsi de suite, 2059, et ainsi de suite. Donc, les périodes critiques, vous pouvez voir là où nous avons des histogrammes qui sont plus descendantes, ce sont des histogrammes qui montrent vraiment qui sont des périodes ou des années qui sont plus alarmantes. Alors, que nous montrent alors ces différentes lignes? Ici, la ligne là, -1 en rouge là, et en pointillé si large, montre que c'est un seuil. Si on ne dépasse pas ce seuil, c'est que nous ne sommes pas, ou quand on dépasse ce seuil jusqu'à avant 1,5, c'est que ce ne sont pas des années qui sont tellement alarmantes, où nous n'avons pas trop de stress. Mais quand on dépasse les 1,5, c'est que là, tous ceux qui dépassent les 1,5, ce sont des années où
ce sont des années critiques. Donc, on les appelle le seuil de perte sévère. Donc, quand le standard yield average est égal à moins 1,5, à partir de moins 1,5 jusqu'à ainsi de suite, c'est que là, toutes ces différentes années sont enregistrées comme des années où de perte sévère de rendement. Alors, quelques conclusions rapidement sur Vanuatu. Donc, ici, Vanuatu fait face aux différents défis du changement climatique. Et l'élément plus amont ici à pouvoir souligner, ce sont les pertes de rendement qui vont jusqu'à 60% pour le taro. Le Diascora esculenta donne vraiment de très bons rendements malgré l'évolution de la température, malgré les effets des impacts des changements climatiques. Et donc, reste alors le tubercule que nous pouvons recommander face aux impacts des changements climatiques. Alors, pour les politiques, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut promouvoir alors ce rendement et cette variété d'igname. Ensuite, former les agriculteurs et diversifier les différentes variétés que nous avons. Parce que nous, on a travaillé uniquement sur une variété de taro. Donc, il est vraiment important de pouvoir travailler sur, ou bien il est vraiment recommandable aux différents politiques de recommander aux différents producteurs de pouvoir associer différentes autres variétés afin de voir qu'est-ce qui répond beaucoup plus mieux avec l'évolution de la température aujourd'hui. Et ensuite, quelques mesures d'adaptation. Donc, le choix des variétés, ces mesures d'adaptation, c'est ce que nous avons enrichi à travers par le biais de nos collègues SAS. Donc, les choix des variétés adaptées, l'ajustement des dates de plantation, vraiment importante, soit il faut planter 2, 3 ou 6 semaines avant pour voir qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que nous aurons comme résultat. Ensuite, le paillage, afin de pouvoir conserver beaucoup plus l'humidité dans le sol. Nous avons l'apport des fumiers organiques pour pouvoir enrichir encore plus le sol, ça s'appelle des contributeurs, et ainsi des systèmes d'alerte précoce pour pouvoir aider les producteurs. Maintenant, nous allons passer aux résultats sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà, sur notre territoire. Qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons également fait le même travail ici avec les différentes seuils critiques de température. Donc, quand nous prenons le taro en Nouvelle-Calédonie, la température optimale ici pour le taro est de 25 degrés C. Pareil aussi que ce que nous avons là. Mais ici, vous pouvez voir déjà au niveau de la période de référence de 90 à 2020. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici la température qui est à 27 degrés C et le taro ici est à 87% de sa capacité, ce qui est vraiment intéressant comparé à ce que nous avons enregistré avec le taro en Nouvelle et à Vanuatu. Donc, si nous sommes à 87%, qu'est-ce qui va se passer à la fin du siècle? Donc, à la fin du siècle, ici, vous pouvez déjà voir là, nous avons enregistré une augmentation de température de plus de 3 degrés. Donc, on est à 30 degrés Celsius ou plus. Alors, ici, il pourra atteindre sa capacité d'efficience de 67%. Donc, c'est une diminution, mais pas si alarmante que ce que nous pouvons enregistrer à Vanuatu. Nous avons fait pareil également ici avec les deux tubercules, à savoir le Florido et le Tiawata. Donc, ce sont des variétés que nous a conseillé le CTT, le Centre des tubercules tropicaux, et en faisant une classification. Donc, le CTT et le carré 75 est ce qui passe en tête comme taro utilisé ici en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, nous avons le Florido 100 et ensuite nous avons le Tiawata, le 230. Donc, quand nous prenons également pareil, nous avons également analysé pour voir quel est alors l'effet thermique et de l'augmentation de la température sur ces différentes variétés. Donc, ici, la température optimale est de 30 degrés C. Alors, comparé avec la période basale, la période de référence, nous avons ici 85% de la capacité de production. Donc, de 90 à 2020, nous sommes à une capacité de 85% de production. Alors, à la fin du siècle, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il pourra atteindre même 100% de sa production. Ce qui est vraiment intéressant. Donc, c'est que même si la température augmente, les ignames ne vont pas trop sentir le stress. Et on fait ce débat avec un collègue, on dit, mais c'est pareil aussi en Afrique, la température augmente, mais
on arrive à bien produire quand même l'igname en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pareil pour ces deux variétés. Donc, je ne vais pas répéter pour le Tiawata. Donc, c'est pareil pour ces deux variétés d'igname. Donc, c'est bien d'avoir cette information pour que nous sachions qu'est-ce qui va se passer dans les différents diapos que je vais vous montrer. Donc, ici, voilà les différentes cartes de la période de référence sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, ici, nous avons le carré 115. Ici, nous avons la barre de légende qui part de 15 jusqu'à 30 tonnes à l'hectare. Et là où on a plus de bleu, c'est que ce sont des zones qui sont de faible potentiel en diminution de rendement. Et là où nous avons de rouge, ce sont des zones où il y a une forte production de rendement. Donc ici, les différents pointiers que vous voyez, ce sont les différents points de données qu'a collecté le KPNC que nous avons utilisé afin de pouvoir obtenir ces résultats. Donc ici, vous pouvez voir déjà sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, on est déjà dans la zone jaune, c'est que nous atteignons déjà une forte production de 25 tonnes à l'hectare. Donc ici, vous voyez, la moyenne est de 22,2 avec quelques diminutions au niveau de la côte est que nous avons enregistrées. Et quand nous prenons pour l'igname le Florido, nous avons également cette baisse au niveau toujours de la côte est, mais tout l'ensemble quand même de la Nouvelle-Calédonie montre une forte production, donc avec une moyenne de 40 tonnes à l'hectare en moyenne. Ici, nous avons pour le Tiawata, nous avons également pareil, la côte ouest, avec les îles qui montrent une diminution légère de rendement, mais toutefois sur la Grande Terre, sur l'ensemble de la Grande Terre, nous avons quand même une augmentation là, à partir du jaune, environ déjà vers le rouge. Donc ici, la moyenne est de environ 39 tonnes à l'hectare pendant la période de référence. Alors, qu'est-ce que va nous montrer les projections sur les différentes périodes jusqu'à la fin du siècle? Là, nous avons les différentes évolutions de la série temporelle du rendement sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Là, nous avons, sur l'axe des abscisses, nous avons la moyenne des rendements potentiels et là, nous avons les différentes années et nous les avons capitulées par période afin qu'on puisse avoir une idée. Donc là, de 1990 à 2020, c'est la période de référence. Nous avons déjà 22 tonnes à l'hectare, nous l'avons déjà comme information. Et nous avons croisé ces informations avec les différents modèles que mon collègue a montré et David a montré. Donc nous avons les GCM et les ACM pour voir est-ce que les résultats que nous donnons sont vraiment cohérents. Donc vous allez voir que l'ensemble de ces modèles montrent une diminution de la capacité de production jusqu'à la fin du siècle. Donc là, pendant la période 2021-2050, nous avons une moyenne de 20 tonnes à l'hectare, comparé déjà à 22 tonnes. Et ici, on a une augmentation de 1 degré C pour la température et une diminution de la pluviométrie pendant cette période. Et pendant la période 2051 à 2075, nous sommes à 18 tonnes, passé de 22 tonnes à 18 tonnes. Donc, on pourrait déjà enregistrer une diminution dans ce cas. Nous avons fait pareil pour l'igname. Pour l'igname Florido, nous avons ici 39 tonnes à l'hectare pendant la période de référence que je vous ai montré sur les cartes spatialisées. Et là, nous avons passé à 40 tonnes. C'est que nous avons enregistré une augmentation, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons 39 tonnes à l'hectare comparé, dans ce qui a une légère diminution. Et ensuite, 38,4 tonnes à l'hectare, donc une légère baisse avec l'évolution de la température et de la pluviométrie. Nous avons fait pareil avec la variété Tiawata. Ici, nous avons 36 tonnes pendant la période 2021-2050, comparé à la période de référence que vous avez là. Ensuite, nous avons le rendement potentiel pendant la période 2051 à 2075 qui est de 35 tonnes à l'hectare, donc une diminution, ainsi de suite jusqu'à la fin du siècle. Donc, nous avons maintenant calculé l'écart de diminution de ces rendements, ce qu'on appelle le percentage change, pour voir quel est
le pourcentage de la diminution des rendements jusqu'à la fin du siècle. Donc ici, on peut déjà voir avec chaque carte qui montre les différentes périodes où nous avons les diminutions, les pertes de rendement. Donc là, avec la période 2021-2050, nous avons environ 9 tonnes de pertes, 20 tonnes de pertes pour toujours le tarot, et ensuite nous allons aller jusqu'à enregistrer 32 tonnes de pertes avec le tarot jusqu'à la fin du siècle. Donc vous allez voir ces cartes qui montrent les diminutions des rendements sur l'ensemble du territoire, et vous voyez que la côte est de la Nouvelle-Calédonie est un peu plus impactée que l'ensemble du reste, parce que là, le pourcentage passe de moins 40 jusqu'à 40%, et les zones qui sont fortement en bleu sont les zones qui enregistrent plus de diminution, et quand on vire vers le rouge, ce sont les zones qui sont plus et qui ont enregistré une augmentation de rendement. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons déjà voir qu'il y a diminution du rendement, et vous allez voir à la fin du siècle, vous voyez qu'il y a plus du bleu et foncé que les autres périodes précédentes. C'est que la baisse est vraiment forte pendant la période 76 à 2100. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le Florido? Le Florido, ici, nous avons enregistré une perte de 2%, ensuite 5% pendant la période 2051-2075, et puis un pourcentage de 7% pendant la fin du siècle. Et là, vous pouvez dire, malgré cette perte, ne sont pas si grandes, mais très, très significatives en matière de richesse. Il est vraiment important de pouvoir considérer ces pertes, parce que pour un producteur, perdre 5%, c'est vraiment significatif. Nous avons fait pareil également avec le Tiawata. Pendant la période proche, 2021 à 2050, nous sommes à environ 2, 3 et ensuite 5%. Donc, ces baisses sont vraiment significatives, mais si ce n'est pas tellement si forte comparé à ce que nous avons enregistré avec le tarot. Donc, ici, vous pouvez déjà voir toujours la zone de la côte est de la Nouvelle-Calédonie qui sont plus impactées que l'ensemble du reste du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors, quelles sont les variables climatiques responsables de cette baisse de rendement? Nous avons également fait pareil, et vous pouvez comprendre déjà ici que la température arrive également à jouer un rôle dans la diminution. Ici, c'est pour le tarot. En vert, nous sommes avec le tarot. Donc, ici, nous avons la température qui arrive à jouer un impact sur la diminution des rendements sur la Nouvelle-Calédonie. C'est que l'élévation de la température au fil du temps jusqu'à la fin du siècle va contribuer à la diminution, avec également la pluviométrie qui contribue légèrement également à la diminution des rendements sur la Nouvelle-Calédonie. Alors, les années de perte et de retour, les années de perte de rendement, qu'est-ce que nous pouvons montrer ici en Nouvelle-Calédonie? Donc, ici, nous avons fait pareil avec Vanuatu, essayer d'enregistrer les différentes années où nous avons enregistré plus de pertes pour pouvoir vraiment donner une alerte à nos différentes politiques pour dire, voilà, vous avez vraiment à travailler sur ces différentes années afin de pallier à la diminution des rendements. Donc ici, comme je vous ai montré, nous avons l'axe des Y où nous avons le standard yield average, c'est-à-dire la moyenne standardisée des différents rendements. Et ici, nous avons les différentes années de perte sur toute la période. Donc ici, quand nous avons la couleur verte, donc ça veut dire que ce sont des zones qui ne subissent pas une forte stress de diminution de rendement. Et bon, les années qui ne subissent pas une forte stress de diminution de rendement, mais quand nous avons un rouge, ça veut dire que c'est vraiment sévère. Donc, on peut déjà regarder à partir des différentes années où nous avons plus de sévérité, donc ça passe déjà de 38 à 80 sur le nombre total d'années, donc soit 47,5% d'années et de pertes enregistrées sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc, déjà en 2025, on va enregistrer vraiment une année de pertes, 2028 et ainsi de suite. Dans les différentes années qui sont beaucoup plus sévères, c'est quand nous tendons vers la fin du siècle. Donc, à partir déjà de 2011 jusqu'à la fin du siècle. Alors, une conclusion pour fermer ce chapitre
sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, le tarot, c'était carré. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cela? Nous aurons, avec le carré, estimé une diminution des rendements qui passe de 21 jusqu'à 32%, ce qui est vraiment intéressant et que la politique doit vraiment y veiller là-dessus. Donc, avec une forte augmentation des années de mauvaises récoltes de 60 jusqu'à 90. L'igname CTT Florido, c'est la variété qui est beaucoup plus stable. Donc, vous allez voir, même à la fin du siècle, nous n'avons pas enregistré une forte diminution comparée aux autres périodes, ce qui montre que le CTT Florido va demeurer stable jusqu'à la fin du siècle. Et l'igname CTT 230, le Tiawata, vient en appui au CTT Florido. Et je me dis, mais je me suis posé la question, mais pourquoi alors le Centre des tubercules tropicaux nous ont vraiment suggéré cela? Donc, c'est parce que ce sont des variétés qui sont vraiment résistantes aux différentes évolutions de la température. Mais il est vraiment important quand même de pouvoir veiller sur ces différentes diminutions qui sont significatives afin de pouvoir pallier à toute conséquence dans le futur. Donc, comme perspective, nous développer dès maintenant des cultures CTT diversifiées, donc les variétés de tarot tolérantes à la chaleur afin de pouvoir réduire ce stress que nous avons enregistré. Et en plus, il faudrait que les politiques conseillent les producteurs parce que, comme je l'ai dit, nous avons travaillé avec une variété. Donc, il est vraiment important de pouvoir conseiller aux producteurs d'associer plusieurs variétés dans leur champ afin de pouvoir eux-mêmes identifier quelle est la variété qui résiste beaucoup plus à l'élévation de la température de nos jours. Donc, en priorité, nous suggérons cette variété, le Florido, et ensuite le Tiawata, et comme quand même variété pour pouvoir appuyer les politiques dans les différentes challenges que nous avons avec les changements climatiques. Donc, les zones prioritaires, ce sont beaucoup plus les côtes est de la Nouvelle-Calédonie et les zones du nord de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il faudrait vraiment y penser à cela. Voilà, merci beaucoup. Voilà ce que nous avons à enregistrer sur la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup.